Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau live Twitch 3IS diffusé à partir du campus de Bordeaux et consacré aujourd'hui au parcours professionnel de Galien Chanalé-Quercy, un ancien étudiant de l'école. Voilà, nous sommes en direct de Bordeaux. On en profite aussi pour saluer tous nos collègues et tous les étudiants de nos campus de Paris-Ouest, de 3IS Nantes, Lyon et puis Avignon naturellement. Ce parcours, donc, il est assez exceptionnel. On va te laisser la parole dans un instant. Galien, merci de passer parmi nous. Je suis accompagné pour te poser quelques questions aujourd'hui d'Alexandre Baduel, qui est directeur pédagogique du département animation et jeux vidéo de 3IS Group. Et nous sommes absolument ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci de votre accueil. Je suis très, très touché et très content d'être là. Et oui, merci à tous pour votre présence. Alors, cher Galien, afin de t'accueillir dignement, nous avons préparé avec Alex une petite présentation dont nous souhaiterions te donner lecture. Tu es né un 13 août à Aix-en-Provence. Tu intègres le campus 3IS Paris en 1998, au XXe siècle, dans la filière cinéma audiovisuel, et tu choisis la spécialisation production. En 2001, encore en troisième année d'études, tu crées avec deux camarades, Stéphane Cassou et Nicolas Lowers, la société Kaoprod, spécialisée en production exécutive pour l'institutionnel, la publicité et la télévision. En 2009, à l'occasion de la sortie d'Avatar, la publicité Haribo 3D, diffusée avant le film de James Cameron, met Kaoprod au premier plan. Et puis ton premier film en production déléguée, Over the Edge, est vendu à Netflix Universal et remporte le Lumière Award de l'International Advanced Imaging Society de Los Angeles. Vous remportez cette récompense à deux autres reprises pour la publicité 3D de World of Warcraft et pour le court-métrage War of the Goals. En 2009, tu crées avec Zoé Hobson la société 38 Pictures et tu produis ton premier long-métrage I Survived a Zombie Holocaust. En 2018, création avec Anten et Benjamin Damem de la société Bengal Productions qui a à la charge de près de 5000 heures de programmes en quotidienne ou en prime pour les groupes TF1 et M6. En 2019, alors à Dubaï en tant que directeur général du groupe Nomad Media, tu rejoins Weta Workshop en Nouvelle-Zélande pour y prendre la direction du studio design et concept art et collabore sur des petits projets tels que Avatar, Dune, Rebel Moon, Alien et Call of Duty, Last of Us et bien d'autres. Tu pourras développer tout à l'heure. Tu es désormais directeur des opérations du Creative Studio de Weta Workshop qui regroupe l'ensemble des créatifs, directeurs artistiques, concept artistes et designers pour les films et télévision, pour les jeux vidéo, les musées et les expériences immersives. Voilà, même si ce portrait paraît assez exhaustif, il ne l'est pas du tout. C'est encore une fois une joie de te recevoir pour approfondir tout cela. Tu as fait 19 000 kilomètres pour venir nous voir et partager ces expériences. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir débuter. Je vais laisser la parole à Alexandre, voilà, pour te poser les premières questions. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je suis très touché. Merci pour votre accueil encore une fois. Donc bonsoir Galien. Donc moi il y a une chose que je trouve très singulière, assez fascinante dans ton parcours au départ, c'est que généralement nous on conseille aux étudiants en sortie d'études de se forger une expérience professionnelle, de passer par des studios ou des maisons de production pour se créer un tissu, se faire un réseau professionnel, apprendre des méthodologies. Et toi finalement non. Forte tête que tu es, tu as décidé de monter une société de production en sortie d'école. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé ? Oui, avec plaisir. Donc en fait, je suis rentré en 98 à l'école. J'ai fait les 2 premières années qui étaient à l'époque des troncs communs. Et ensuite, je suis parti faire une année. J'ai fait une année de césure entre la 2e et la 3e année pour faire une année de stage dans des sociétés de production. J'ai fait une société de production de long métrage et documentaire essentiellement, plusieurs sociétés. Qui m'a apporté énormément en maturité. Je pense que la différence entre la fin de ma 2e année et le début de ma 3e année, c'était absolument phénoménal.
Et donc, j'ai repris ma troisième année, mais mes camarades qui étaient en deuxième année, eux, étaient déjà sortis de l'école. Et j'ai donc Nicolas Lowers et Stéphane Cassou, qui étaient deux collègues de la première et la deuxième année, sont venus me voir en me disant, voilà, on voudrait monter une boîte de prod. Tu as un peu d'expérience maintenant, enfin en tout cas, j'avais ça d'expérience, mais c'était plus que directement sorti d'école. Et est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu voudrais te joindre à nous ? Et on a dit, allez, on y va, c'est parti. Et donc ça, c'était moi, j'étais encore en troisième année. Et donc, en troisième année, j'ai fait travailler sur mon mémoire et travailler sur les business plans de la société et sur le lancement, la création, trouver des comptables et se dire, allez, c'est parti, on va chercher des clients. En fait, à la base, ce n'était pas forcément chercher des clients, c'était se dire, on veut capitaliser sur le réseau de l'école qu'on s'est créé pendant ces trois ans. En disant que les premières personnes avec qui on a envie de travailler, c'est les gens ultra talentueuses qui étaient autour de nous, avec qui on a fait les courts-métrages de fin d'études, avec qui on a fait les plateaux télé. On s'est dit, on a envie de continuer à travailler ensemble. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est encore de créer nos propres contenus. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte. Très vite, on se rend compte que c'est bien d'avoir créé une boîte. C'est encore mieux quand cette boîte peut facturer et gagner un peu d'argent. Parce que travailler avec les copains, c'est bien, mais quand on ne gagne pas d'argent, ça s'appelle du bénévolat, c'est une association, c'est complètement différent. Et donc, à la sortie de l'école, on a travaillé sur ce projet-là. Moi, j'ai travaillé un petit peu en tant qu'intermittent, en tant que directeur de assistant de production, plutôt dans l'événementiel, parce que j'ai trouvé un petit boulot, mais qui me permettait de développer CoProd sans avoir trop à me soucier des rentrées d'argent immédiates. Et puis de fil en aiguille, en essayant de déposer des projets au CNC, ils sont tous plantés. Mais d'un coup, on commence à récupérer quelques gens qui disent oui, moi, ça m'intéresse, j'ai besoin d'une petite vidéo. Et avec nos contacts perso, les parents, les contacts, les amis des parents, on finit par trouver des petits clients. Et de petits clients en petits clients, on commence à acheter un petit peu de matériel. Et un petit peu de matériel, on facture un peu plus cher, etc. etc. Et puis de fil en aiguille, on se retourne et on a fait ça pendant 20 ans. Et c'était vraiment pas prévu. Mais voilà, on a fermé la boîte au bout de 20 ans. On a fermé aujourd'hui, mais c'était une aventure absolument extraordinaire. C'est beau. Peut-être pour contextualiser un petit peu, pour permettre à tout le monde de voir un petit peu ce qu'était CoProd, je vous propose de voir une petite vidéo, un démo reel de ce qu'était le studio. Voilà, c'est drôle parce que on a fait des bandes démos en 20 ans, on en a fait beaucoup. Ça, c'est une des dernières qu'on a faites juste parce qu'on avait envie de se faire un peu plaisir sur plus de petits choix d'images, mais c'est toujours un peu marrant de voir ces images-là parce qu'on a travaillé pendant 20 ans, petit à petit, comme je disais, de fil en aiguille, travaillé pour des marques comme Gucci, Hugo Boss, L'Oréal, Dolce & Gabbana. On a travaillé pour Red Bull, Renault Sport, là qu'on a vu un petit peu, Disney énormément. Voilà, donc on est obligé de faire des concessions dans les images qu'on monte, mais voilà. Okay. Et tu as évoqué du coup des moments difficiles de lancement. J'imagine qu'il y a aussi eu des bons moments. Est-ce qu'il y a des moments forts que toi tu retiens dans cette aventure ? Ouais, alors il y a des moments difficiles, il y en a plein, surtout quand une vie d'entrepreneur, c'est toujours un petit peu compliqué, il y a des hauts, des bas. Des moments extraordinaires.
Ouais, il y en a plein. Il y en a notamment quand on nous appelle pour faire un film en Nouvelle-Zélande, qu'on nous demande des prises de vue en hélicoptère que j'avais jamais fait de ma vie. On s'est dit allez, on y va. On loue un hélicoptère à Boulogne. On va faire des tests caméra en mettant un nose mount qu'un copain nous a trouvé et on part en Nouvelle-Zélande faire des images de reconstitution, d'escalade historique au milieu de nulle part, à 24 000 km de chez nous. Ça, c'est le genre de souvenir qui marque une vie quand même. Il y a aussi donc un événement qui se profile, c'est la production de ton premier long métrage. Oui, alors la production du premier long, donc Zoé Hobson, donc en hélicoptère, on fait un tour en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on rencontre des gens. Je rencontre ma femme, par exemple, ce qui fait que je développe une attache assez particulière avec ce pays. On décide de s'installer. Moi, je décide de m'installer quelques années. Et je crée donc une société, la société 38 Pictures, qui est en fait un ersatz d'une société de jeux vidéo qui s'appelait Clock Tower Games, sur lequel je m'associe. Le projet était déjà lancé quand j'arrive, mais il cherchait quelqu'un pour produire le contenu vidéo à l'intérieur du jeu. Et de là, avec mon associé Zoé, on s'est dit, en fait, on pourrait peut-être même faire plus que juste produire du contenu vidéo pour le jeu vidéo. On pourrait peut-être commencer à se dire, est-ce qu'on n'irait pas toquer à la porte de la New Zealand Film Commission, donc l'équivalent du CNC pour la Nouvelle-Zélande, qui faisait des appels à projets. Ils avaient un peu de budget et en fait, on propose un scénario. Ce scénario est choisi, il fait partie d'un programme de mémoire de 5 films. Où il fallait que ce soit un premier film et pour le réalisateur et pour la société de production. Le but, c'était, on veut élargir un petit peu le spectre, on va dire, des possibles au niveau du nombre de films réalisés en Nouvelle-Zélande, qui était quand même, à l'époque, on sort du Seigneur des Anneaux, qui est pas très loin derrière. L'exposition de la Nouvelle-Zélande en tant que terre de cinéma explose, mais finalement, il n'y a pas non plus beaucoup de films. On parle de mémoire, à l'époque, c'était 15 films par an produits en Nouvelle-Zélande. Je crois à l'époque, on est à 450 en France, 600 aux US, donc c'est rien du tout. Bref, et on dépose ce projet. Donc c'était vraiment l'opportunité parfaite de se dire, allez, on va faire du long métrage. Et le projet est sélectionné. C'est un tout petit budget. Donc on a des sous, c'est produit, mais il y a surtout beaucoup d'huile de coude, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de copains qui viennent dépanner pour faire les figurants qu'on voit sur l'affiche. Mais on arrive à livrer le film et voilà, donc ça devient mon premier long métrage en tant que producteur exécutif. Enfin, pardon, executive producer, donc ce qui est production déléguée en français, qui est le faux ami. Ouais. Alors, avant de développer, d'aller plus en avant, on peut peut-être voir la bande-annonce du film que tu nous as amené. C'est parti. Eh bien, volontiers. I guess it's time for my close-up. After all, every director is just a frustrated actor. I will not tolerate cannibalism on my set. Weasley. You're late. Does anyone besides me actually watch zombie films? Vampires are a lot sexier. Alors là, tu te rapproches déjà un petit peu des effets spéciaux. Ouais, paradoxalement, c'était ma première collaboration avec Weta, parce qu'on cherchait un peu d'aide au niveau du maquillage. On avait besoin de faux bras, de faux intestins, de faux plein de choses, parties du corps un peu déchiquetées. Et Weta nous ont dit,
allez, on vient de finir King Kong, il y a dans le hangar, là, il nous reste des bras, il nous reste des jambes, servez-vous. ça a été la première collaboration avec Weta à l'époque. Et ce film, alors c'est assez drôle parce que donc vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un long métrage de film de zombies. Il y a une épidémie de zombies à côté et les vrais zombies arrivent sur le plateau et on n'arrive pas à faire la différence entre les figurants et les vrais zombies qui finissent par manger tout le monde. Récemment, il y a eu un film de Michel Hazanavicius qui ressemble beaucoup à ça, qui est l'adaptation qui est lui-même le remake d'un film coréen. Mais voilà, vous avez vu la date 2014. On a écrit le film en 2009. On était là avant. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe de l'écriture à la préparation du tournage, au tournage lui-même, combien de semaines de tournage, avec les moyens naturellement, et puis combien de semaines de post-prod aussi, puis la diffusion. En fait, si tu reprends un peu la chronologie des choses, comment tu l'as vécu? Ouais, c'est un film intéressant parce que je pense que c'est un film que, à mon avis, que beaucoup d'entre vous allez être capables de faire dans quelques années après la sortie, parce que vraiment c'est un film qu'on a fait avec pas beaucoup d'argent du tout. Je ne vais pas dire de bêtises, mais de mémoire, on était aux alentours d'un budget qui, je pense que c'était moins de 300 000 euros. Ce qui pour un long métrage est vraiment que dalle, surtout un long métrage de genre avec des FX. En gros, on s'est surtout basé sur un scénario qui était ultra solide. Les dialogues étaient en béton armé. Guy Pitgen, qui est le réalisateur et qui est l'auteur, est vraiment un très 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 bon scénariste. Déjà, un bon scénario, c'était la base. On a mis beaucoup de temps à développer l'idée, mais ensuite, ça allait très très vite au niveau de l'écriture finale parce qu'on a des contraintes de dépôt. La New Zealand Film Commission avait la très mauvaise idée d'avoir une deadline, donc du coup, à un moment, il faut s'y mettre, il faut dire allez, on envoie. Et ensuite, au niveau des financements, ça a été... une fois qu'on a la New Zealand Film Commission, tout est plus simple. Une fois qu'on a un organisme qui nous suit, on peut se dire, voilà, on n'arrive pas avec rien. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir des partenaires qui savent que de toute façon, le film va se faire. Enfin, il y a très peu de chances qu'il n'aille pas au bout. Et ensuite, voilà, l'avantage, c'est qu'on est dans un petit pays avec le réseau audiovisuel est quand même assez petit, tout le monde se connaît. Il y a quand même très peu de films qui sont faits. Donc, quand on fait partie de parmi 15 films dans l'année, a priori, on arrive à susciter un peu d'envie, un peu d'énergie, surtout quand c'est un film de zombies. Ça veut dire qu'un film de zombies, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a énormément de fans de films de zombies. Donc quand on a posé une annonce pour avoir des figurants payés vraiment au minimum syndical, on a dû refuser du monde et pourtant on a tourné dans des conditions absolument effroyables, des nuits entières sous la pluie, dans la boue, dans le froid, les projos qui pètent, et on en avait 2, donc c'est le chef-op qui a dû se dire bon bah ok, comment je fais avec la lampe qui me reste pour faire une image à peu près correcte. On s'est beaucoup dit, on verra ça en post-prod. Ça a été un peu mais surtout, le scénario a été vachement bien écrit avec, surtout réécrit une fois qu'on a gagné le grant, l'aide de la New Zealand Film Commission, pour se dire, il faut qu'on soit dans pas des unités de lieux, mais des lieux qu'on soit capable de gérer autour du Dunedin, là où on a tourné dans le sud de la Nouvelle-Zélande. C'est un peu, à toute proportion gardée, on était un peu dans les mêmes conditions, un peu de confort en matière des décors naturels qu'avait Peter Jackson. La raison pour laquelle il a insisté pour tourner Le Seigneur des Anneaux là où il l'a fait, c'est qu'on avait vraiment absolument tous les décors dans un périmètre de 20 km. Donc ça nous a beaucoup aidé. Donc ça, c'est la prépa, le tournage. Et Ensuite arrive une deuxième étape. Le montage, c'était relativement rapide parce que le scénario était très bien écrit, jusqu'à ce que le réalisateur décide qu'en fait, il voulait monter le film lui-même. Là, ça a été vachement plus compliqué, ça a pris un temps fou. Donc ça, c'est quand même un conseil que je peux donner en fait à tous les étudiants en réalisation, c'est que il y a ce moment où on réalise que le film qu'on est en train de faire, c'est pas son film, mais c'est le film d'une équipe avec des enjeux de distribution. Ces enjeux de distribution sont conditionnés par les enjeux de date de livraison, et que vouloir faire le film parfait quand c'est son premier film, c'est impossible. Le truc que j'ai appris moi en faisant ce premier film, c'est que le premier film, il sert pas à faire le film parfait, il sert à faire le deuxième.
Et si on se plante pas sur le deuxième, on sait qu'à là on fait le troisième. Mais à anticiper les contraintes de production et se dire que de toute façon on n'a pas les moyens de faire exactement le film qu'on voulait faire et qu'il va falloir jouer avec les contraintes, ça a été fondamental. Et c'était fondamental au niveau du montage. Il y a un moment où il faut se dire, le film on peut le monter à l'infini, mais moi en tant que producteur, ça a été de dire stop, là on arrête. Maintenant il va falloir qu'on aille faire des projections, qu'on cherche des distributeurs, qu'on aille en festival pour essayer de faire vivre le film. Et ça a été la dernière étape. Et la dernière étape, je dirais pas que c'est la plus dure, mais c'était la plus dure pour moi presque, parce que vendre un film, aussi bon le scénario soit-il, sans casting, ce qu'on appelle A-list casting, donc des acteurs un peu connus, ou un réal connu, ou un chef-op connu, ou donc un producteur connu, donc on n'avait rien de tout ça, c'est extrêmement difficile, parce que vous arrivez sur les marchés du film, où les distributeurs vont vous dire ton film il est super, il est vachement bien, c'est drôle, c'est gore, on adore, mais ça va être galère à vendre parce que il va falloir que je déploie une tonne d'énergie pour arriver à faire en sorte que les exploitants ou les distributeurs nationaux aient envie de prendre le film. Et je voyais en festival des films que, de mon point de vue, étaient quand même vachement moins bons, mais il suffisait qu'il y ait un ou deux noms et le distributeur disait oui, mais il y a un tel ou une telle à l'affiche, moi c'est déjà 50% de mon travail qui est fait, quoi. Donc ça, j'ai appris aussi que c'était une contrainte. Donc nous, ça nous a permis de découvrir un peu tout ça, ce milieu de la distrib qui est quand même hyper dur, mais qui est fondamental quand on fait un film, parce qu'au final, on fait un film pour qu'il soit vu, pour qu'il soit distribué. Et puis, je me suis dit, la prochaine fois que je fais un film, je vais attraper le problème un peu différemment. Je me suis rendu compte de l'importance du casting, d'arriver à convaincre est-ce que c'est un chef-op, est-ce que c'est un comédien, un réal, un scénariste. Voilà, ça c'est très important. Mais au final, le film il a existé, il a eu une vie, il a eu surtout une vie sur les seconds marchés DVD, VOD. En Asie, ça a cartonné. Donc tout ce qui est Corée, Chine, il a très très bien marché. Mais c'est vrai que l'exploitation salle, du coup, là, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais ça veut dire que donc à partir de ce moment-là aussi, tu as été, je dirais, tu t'es forgé une forme de notoriété quand même. Et puis on t'a confié des projets de plus en plus ambitieux. À partir de là, c'est une charnière en quelque sorte. En fait, un petit peu. En fait, il y a eu deux charnières. La première, c'était la publicité Haribo 3D qui a été diffusée avant Avatar. Et c'est vrai que là, on a eu une chance extraordinaire qui était le fait qu'on était les seuls à être capables de produire du contenu stéréoscopique pour la publicité quand Avatar est sorti. Donc quand les distributeurs se sont dit Avatar est en 3D, ça serait bien qu'on ait des avancées en 3D, on était les seuls. Et la pub marchait plutôt pas mal, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu à l'époque, mais et surtout l'énorme avantage qu'il y avait l'avant-séance de publicité avec la lumière, noir sale, projection de la publicité Haribo, enchaîné directement avec Avatar. Et voilà, pendant 2009, tout le monde parlait de la publicité Haribo. On a vécu dessus pendant presque 5 ans. Donc ça nous a mis un peu notre nom était un peu plus connu grâce à ça. Et c'est vrai que ce film-là, en fait, c'était presque le tampon en disant oui, mais on est capable de faire des projets de fiction, des projets écrits. Donc c'est ce mélange en fait des deux. Et puis les portes dans la gueule qu'on a pu prendre, pardon, mais sur Zombie Holocaust aussi, moi ça a servi, ça m'a fait prendre une expérience absolument énorme très très vite. Et alors le saut vers Weta Workshop, alors comment ça s'est passé? Donc le saut vers Weta Workshop, il se fait en 2 étapes. Il se fait un peu post Zombie Holocaust, où effectivement avec Coprod on commence à se voir confier des projets de plus en plus ambitieux. On commence à nous confier de la prod-exé sur des longs métrages. On est sur Minuscule, Over the Edge, donc qui est un film qu'on fait en production déléguée, qui est un film de ride. À l'époque on travaillait beaucoup avec Red Bull. Donc on commençait à être assez connus aussi sur tout ce qui était film sport extrême, et en particulier sur le ski, la neige et le free fly. Cunningham, c'est un long métrage documentaire sur Merce Cunningham, qui est donc le chorégraphe new-yorkais, qui est un film absolument sublime, où on est coproducteur, on s'occupe de la post-production. Donc
Et ces films-là, moi, en ayant fait ce film en Nouvelle-Zélande, Zombie Holocaust, quand on commence à arriver sur des projets un peu plus ambitieux, World of Warcraft notamment, et World of Warcraft, je vais faire une partie de la post-prod chez Park Road Post-Production. Park Road Post-Production, on va y revenir tout à l'heure, c'est la société de post-production étalonnage image et mix son de Peter Jackson, qui est à côté de Weta Workshop. Et donc, voilà, je me dis, ouais, j'aimerais bien bosser avec eux. On y va, je les appelle, ils disent, OK, c'est parti. Ils ont besoin d'argent comme les autres. Parfois, il y a des trous dans les plannings. Ils ont besoin de clients. Et donc, du coup, je pars en Nouvelle-Zélande. On fait un petit bout de post-prod de ce projet World of Warcraft là-bas. Donc, voilà, je commence. C'est mon premier vrai réseautage avec Weta. Et puis, ces films que vous voyez là-haut, et notamment Over the Edge et Cunningham, donc, qui sont du documentaire avec des sorties salles. Moi, j'arrive à presque 18 ans de coprod à ce moment-là. Je commence à en avoir un peu fait le tour, on commence à en avoir un peu marre, on tire un peu la langue. Tu disais tout à l'heure, parfois c'est dur. On a des enjeux avec des salariés de plus en plus. Ça veut dire des salaires à payer, ça veut dire des responsabilités. Et on se dit, on ne fait pas forcément juste les films qui nous plaisent, on fait aussi les films ou les projets qui payent les factures. Donc c'est beaucoup de pression. Et on se rencontre sur un film pour une publicité pour Disney, une boîte anglaise basée à Abu Dhabi. On se parle, on s'entend bien, et ils veulent développer le documentaire à l'international. Ils en font beaucoup pour Discovery Channel aux Émirats Arabes Unis. Et là, ils me disent, est-ce que tu voudrais pas venir prendre la direction générale, direction pays, à Dubaï. Et je dis, voilà, on y va, c'est parti. Comme je disais, je commence à avoir un peu fait le tour à Coprod, on commence à tirer un peu la langue. Donc je pars à Dubaï. Et en fait, il s'avère que du coup, les réseaux néo-zélandais s'activent et voilà, ils se rendent compte que je suis plus à Coprod. Et dans ces cas-là, ils m'appellent pour me proposer la direction des opérations du design studio à Weta. Et moi qui ai grandi avec Alien, avec le Seigneur des Anneaux. Je me dis c'est impossible de refuser. Je ne savais même pas combien ils allaient me proposer pour me payer. Je me suis dit mais oui, bien sûr, je viens à la nage. Alors ils me payent, je me rassure. Mais voilà, et donc ça se fait comme ça. Et là, on retourne en Nouvelle-Zélande avec mon épouse et on se réinstalle là-bas. Et j'arrive chez Weta. Ouais, alors peut-être qu'on peut regarder justement une vidéo sur l'environnement. Weta, l'industrie du cinéma et du VFX à Wellington, qu'on appelle maintenant Hollywood d'ailleurs. Oui, parce que Weta, on va lancer la vidéo, puis je vais parler dessus, mais Weta Workshop, il y a une espèce de confusion entre Weta Workshop, Weta FX et puis l'ensemble de la péninsule de Miramar. Donc il y a énormément de sociétés qui sont dans un rayon de 20 minutes à pied. C'est tout petit, on est à portée de fusil de l'aéroport. Et donc cet environnement-là, en fait, l'ensemble comprend les studios, mais tout n'est pas Weta Workshop. Nous, on est une partie de cet écosystème, tout basé à Wellington. Donc c'est une espèce de fierté de Peter Jackson et de Richard Taylor, qui sont les deux fondateurs, qui sont vraiment de Wellington, que tout soit là-bas. Et donc, c'est le concept design, ça c'est vraiment la partie. Ça c'est typiquement mes bureaux, ça c'est mes collègues. Et ensuite, on a la partie donc workshop dans laquelle je travaille, Sir Richard Taylor, où on fabrique effectivement physiquement les costumes, les accessoires, les véhicules. Et ensuite, on a l'ensemble d'un écosystème de plateaux, mais surtout les sociétés de services au niveau des loueurs, des services logistiques qui nous amènent à Stone Street Studio, et Len Street, qui sont les studios où a été tourné Avatar. C'est 15 minutes à pied du premier bureau que vous avez vu. Donc là, on est vraiment dans l'ensemble de notre environnement de travail au quotidien. Et Park Road Post-Production, qui est... Alors là, ça c'est... Au bout, il y a la cantine pour déjeuner, donc c'est littéralement là le quotidien. Ça, c'est le studio donc de Peter et donc Jim Cameron qui habite maintenant quasiment sur place. Il habite sur la péninsule de Miramar à Wellington, donc il est là tout le temps.
Et donc voilà, là, tout un principe d'accueil de tournage, parce qu'effectivement, comme toutes les infrastructures sont là, il y a beaucoup de tournages ou de réalisateurs qui adorent venir tourner chez nous, parce qu'ils peuvent surveiller du design à la fabrication des costumes, retourner sur le plateau, faire des essais, revenir nous voir en disant bah non, en fait on voudrait changer des éléments. Tout ce qui est maquillage, on envoie directement nos équipes sur le plateau. Et donc il y a quelques petits films qui ont été tournés là-bas, comme tu disais tout à l'heure, Gilles. Les films de niche. Les films de niche, oui. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc Weta Workshop, c'est une partie. Ce qui s'est passé, c'est que donc Weta Workshop a été créé en 1987 et a commencé à travailler sur les effets pratiques, donc tout ce qui est prothèses, etc. Voilà. Et très rapidement a fait une série qui s'appelle Xena la guerrière. Donc certains ont peut-être vu, qui a assuré une première stabilité financière à Richard et Tanya Rogers, qui sont les deux fondateurs. Et ensuite, ils ont rencontré Peter Jackson, avec lequel ils ont fait Meet the Feebles et Branded, notamment, pour ceux qui sont un peu amateurs de films de genre, dans la série film à petit budget, un peu gore, qui propulse un jeune réalisateur du nom de Peter Jackson sur le devant de la scène. Branded, c'est vraiment ce film-là. Et ensuite, ils font Heavenly Creatures ensemble, les créatures célestes. Et il y a besoin d'effets spéciaux pour Créatures Célestes. Et donc, ils décident de créer ensemble, Peter Jackson et Richard Taylor, le Weta FX. Et Weta FX assurera les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, The Hobbit, King Kong. Et récemment, ils ont décidé de partir chacun de leur côté. Ils ont racheté leur part mutuelle. Et donc, Weta FX est indépendant. Weta Workshop est de nouveau indépendant. Donc, d'un côté, le design, concept art, effets visuels et costumes, props, accessoires, véhicules. Et de l'autre, Weta FX, effets spéciaux, effets numériques. Récemment, voilà, pour donner un peu le contexte, Unity, pour ceux qui suivent un petit peu, ont racheté une partie de Weta FX, qui rajoute un peu à la confusion, mais ils ont racheté les logiciels propriétaires qu'avait développé Weta FX, et sous le nom de Weta Digital. Donc, Unity a racheté Weta Digital, qui n'existe plus, mais donc du coup, maintenant, on a Weta FX, Unity qui fait son ex-Weta Digital, et Weta Workshop, mais qui sont des sociétés cousines, mais qui sont complètement différentes. C'est un peu confusant, mais tout ça, malgré tout, fait partie d'un écosystème global sur la péninsule de Miramar. Donc les images qu'on voit derrière, c'est la bande démo de Weta Workshop. Donc c'est ce qu'on fait en concept art, en fabrication. C'est les films sur lesquels on a travaillé. C'est surtout des films sur lesquels on a travaillé. Moi, il y a des films qui ont été faits avant que j'arrive. Mais ça donne voilà un bon aperçu un peu de ce qu'on fait et de ce que je fais désormais maintenant chez Weta. D'accord. Et tu peux nous indiquer un petit peu comment vous collaborez, à quel moment dans la fabrication des films vous intervenez? Alors ouais, on travaille très en amont. Nous, on est vraiment en matière de design, en tout cas, tout ce qui est concept art et design, on travaille à la lecture du premier scénario. Donc c'est très similaire, je crois, je pars sur le contrôle, mais au processus en animation ou quelque part un peu plus en jeu vidéo. Et qui est un process qui n'est pas vraiment fait en long métrage en France, mais qui fait partie du process des longs métrages sur lesquels on travaille, que ce soit Avatar, Dune, Rings of Power, etc. Donc, on va travailler à la lecture du scénario. On va faire ce qu'on appelle, on va casser le scénario. Le scénario, c'est-à-dire qu'on va lister en fait tous les éléments qui sont susceptibles de nécessiter du design, de la fabrication, ou qui sont susceptibles de générer des key scenes. Donc, les key scenes, ça va être vraiment on voit par exemple, Denis Villeneuve lui travaille beaucoup en key scene, c'est-à-dire qu'on va isoler une scène clé du film, on va faire un concept art pour donner un peu le ton du film. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il travaille énormément, lui, avec son production designer, qui est un rôle, encore une fois, qu'on n'a pas beaucoup en France, là, qui s'appelle Patrice Vermette, qui va superviser, on va dire, l'ensemble de la cohérence artistique du projet. Donc, ça, on travaille, encore une fois, voilà, dès la lecture du scénario, et il va y avoir énormément d'allers-retours avec les différents chefs de département, que ce soit costume, VFX, décor,
chef opérateur, le réalisateur, et donc Denis Villeneuve en particulier, lui, il y a énormément de plans qui sont du 1 pour 1, c'est-à-dire vraiment c'est une copie absolue du concept art. Et donc ça va être la phase de design. La phase de design, ensuite, soit elle va se poursuivre vers une phase de fabrication. Donc on a vu des extraits là quand on va fabriquer les armes, mais voilà. C'est ce qu'on fait sur Le Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'on fait sur Avatar. Donc nos designs vont ensuite être, on va littéralement dans la salle d'à côté, on les fabrique. Idem pour les costumes. Ce qui nous permet d'avoir vraiment la main sur la cohérence artistique, le respect de notre design. Ce qui est possible aussi, ça a été le cas de Dune, c'est qu'une fois que les designs sont validés, ça va partir en fabrication, parfois aux États-Unis, parfois en Europe. Souvent pour des raisons de proximité entre le réalisateur ou les chefs de département et le studio ou l'atelier qui va fabriquer les costumes, pour des raisons de supervision, puis aussi pour des questions souvent maintenant de coût et de délai. Donc on peut avoir des enjeux où on peut se dire on peut le faire, on sait le faire dans les budgets, mais le coût d'expédition et les délais d'expédition font que c'est soit trop cher, soit ça n'arrive pas à temps par rapport au planning de tournage. Et enfin, on peut faire exactement la même chose directement pour les VFX. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire de la conception et du concept art pour de la 3D. Pour de la 3D, exactement. Donc là, on est vraiment très très proche du process d'animation ou de jeux vidéo. C'est ce qu'on a fait sur Godzilla vs Kong, The New Empire, où là, tout ce qu'on a fait, c'était directement à destination des VFX. Et puis, on fait la même chose en jeu vidéo, donc très en amont, que ce soit les concept art des personnages, typiquement sur les cinématiques, ou juste sur le world building, c'est-à-dire on va vraiment se poser la question de se dire à quoi ressemble l'environnement du jeu, et on va faire du concept art pour, on va dire, une scène sur l'ensemble des saisons du jeu, sur l'ensemble des cycles de jour et de nuit. On va déterminer l'ensemble de l'écosystème de la planète, si jamais ça se passe sur une planète qu'on ne connaît pas, et ça peut prendre vraiment des années de développement. On travaille avec beaucoup de studios qui ont cette habitude-là au niveau des process de travail, qui sont capables de se dire on part sur 2, 3, 4 ans de pré-dev avant même de savoir si on va faire le jeu ou pas. C'est un luxe qu'on n'a plus forcément en cinéma, mais qu'on a vraiment en jeu vidéo aujourd'hui. Donc ça, c'est super chouette. Ou alors, on va également travailler en concept sur les DLC, c'était le cas notamment sur Call of Duty, où on a travaillé à la fois sur Call of Duty Vanguard, sur les designs de personnages de l'histoire principale, ou sur Modern Warfare, où là on travaille vraiment sur les DLC, sur les personnages supplémentaires, les armes des nouvelles saisons, etc. Donc, et là, ça c'est assez chouette parce que quand on travaille sur un long métrage ou quand on travaille sur un jeu vidéo, il peut y avoir peut-être que 5 ans, parfois 6 ans, 7 ans, entre le moment où on commence à travailler et le moment où on peut commencer à parler de ce qu'on a fait et le montrer. Quand on est sur un DLC, là sur Modern Warfare, c'était moins de 6 mois, donc ça c'est vachement agréable. Là, c'est typiquement à l'image, par exemple, des concept design du créateur avec les annotations, on va dire, pour les parties qui seront du VFX, c'est-à-dire typiquement là c'était un personnage d'un Android, donc tous les joints en fait, c'était des connexions robotiques, donc voilà, ça c'est des annotations qu'on donne pour le département qui va s'occuper du costume. Et voilà, j'ai répondu à ta question. Et il vous arrive d'intervenir en post-prod aussi ? Alors, quand on intervient en post-prod, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé. c'est qu'a priori, dans le process, il y a un moment, il y a eu un bug et qu'on c'est ce qu'on appelle le 911, donc appel SOS. Il faut qu'on refasse du concept pour des éléments qui n'ont pas été prévus. Au départ, ou... Exactement. Mais ça arrive effectivement. Des films où ils arrivent en post-prod et honnêtement, vous serez surpris sur des films à énorme budget, en plusieurs centaines de millions de dollars. On arrive en post-prod et on se dit mais tiens, cet élément-là, en fait, on a fait une mock-up temporaire où on a fait juste on a mis un placeholder et puis finalement en fait on se rend compte qu'on l'a pas designé et en fait on l'a pas et en fait on fait quoi? Et ça passe entre les mains du filet, mais c'est aussi le fait que ça soit des projets tellement énormes avec il y a tellement d'éléments sur il y a des films, on fait plus de 10 000 concept art. Donc il y a un moment, ça devient un peu compliqué de tout suivre. C'est un boulot, on a
notre équipe de production fait un boulot absolument phénoménal là-dessus, parce qu'on fait du concept art sur les continuity aussi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment... à la fois très important, à la fois un peu fastidieux, mais qui est nécessaire, et sur lesquels le risque d'erreur, au bout de 10 000 concepts, il est pas On n'est exclu. jamais à l'abri aussi d'une séquence qui est entièrement refaite et il faut repartir sur du design. Ça peut arriver aussi en production, j'imagine. Oui, absolument. Ouais, ça arrive. Pareil, je donnerai pas de nom, mais il y a des réalisateurs qui sont spécialistes de ça. Alors quand ils ont l'argent, ça va, et quand ils n'ont pas l'argent, ça va moins bien. Ils réalisent plus beaucoup après. Et toi, est-ce qu'on peut parler un peu de ton quotidien? En quoi consistent tes missions chez Weta? Alors mon quotidien, il a un peu changé là, ces dernières années, parce que mon équipe s'est élargie, puisque donc avant je m'occupais uniquement des opérations du concept art pour le film et la télévision, et maintenant j'ai à la charge des directeurs artistiques et artistes pour la partie exposition, muséographie. Donc voilà, c'est une charge de travail supplémentaire qui oblige en fait à essayer d'avoir vraiment un lien, faire en sorte que les directeurs artistiques et les artistes soient dans les meilleures conditions de travail. Donc aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est d'abord d'essayer de vraiment comprendre quels sont les projets sur lesquels nous, on a de la valeur ajoutée, sur lesquels on a le temps de travailler correctement, sur lesquels on a les équipes pour le faire. Donc c'est vraiment des choix qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à des niveaux chez Weta où on ne peut pas se permettre de faire un travail qui ne soit pas factuellement le meilleur travail du monde. Donc on est dans une exigence absolue, permanente. Et moi, mon rôle au quotidien, c'est d'être sûr que on ait les moyens et que mes équipes aient les moyens d'atteindre ce niveau d'exigence-là. Pour vous donner un exemple, en fait, cette année, on a très mal vécu, par exemple, dans notre équipe, le fait de ne pas avoir de nomination aux Oscars sur le travail qu'on a fait. Et c'était la première fois en 4 ans. On ne gagne pas à tous les coups, mais normalement, on a au moins une nomination. Et ça peut paraître débile, mais c'est vrai que objectivement, on était vraiment dégoûtés. On s'est dit, mais là, il y a un truc qu'on a mal fait. Et c'était sur The Creator. Et voilà. Et à un moment, on se dit, ma réflexion, c'était de me dire, mais en même temps, si on est dégoûté de pas être nommé aux Oscars, c'est qu'a priori, on est dans le bon état d'esprit. C'est qu'a priori, on a cette ambition de se dire, il faut qu'on soit à cette nomination-là, il faut qu'on soit à ce niveau-là. Et donc, du coup, faut qu'on travaille mieux, il faut qu'on travaille plus dur, et il faut qu'on fasse les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a merdé? Après, on relativise, on se dit, il y a plein de gens qui ne sont pas nommés aux Oscars, ils vivent très bien, a priori, ça va. Mais ça fait chier. Voilà, il y a cette petite blessure à l'ego. Et donc, cultiver cette culture-là, mais faire en sorte que, surtout mes directeurs artistiques et que mes équipes, et que mes directeurs artistiques et les artistes capables de produire à ces niveaux-là, et que les artistes aient envie de venir travailler chez nous, et pas chez ILM par exemple, et pas chez Pixar. Voilà, c'est en gros mon travail, c'est en partie ça. Expliquer comment je le fais, ça prend du temps, mais fondamentalement la philosophie et mon rôle au quotidien, c'est ça. Ça, c'est vraiment le modèle de production. En effet, d'un point de vue presque strictement artistique, est-ce que vous faites des brainstorming? Est-ce que vous avez des moments de doute? Est-ce que vous essayez des choses? Est-ce que vous faites des costumes et puis vous les mettez de côté? Comment ça se passe? En fait, il y a une interaction permanente avec les réalisateurs, avec les directeurs artistiques. Absolument, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va lire le scénario. Là, c'est la production qui va s'occuper de ça dans un premier temps, qui va ensuite faire intervenir un directeur artistique qui va se dire, OK, moi, je vais jeter un coup d'œil, je vais avoir un regard de créa en disant, moi, je pense qu'il y a également tous ces éléments-là qui peuvent être faits. Et ensuite, on va choisir le meilleur directeur artistique pour le projet. On va dire, voilà, a priori, le bon match, c'est celui-là. Et on va commencer à définir une équipe. Donc, sur l'équipe, en gros, on est, je sais plus, je crois, 35 ou 36, vraiment uniquement en concept art aujourd'hui. On va dire, on va mettre une dizaine d'artistes sur le projet et qui vont avoir le même brief ou une série de briefs. On met toujours plusieurs artistes sur le brief. Et
Et on choisit, nous, les artistes, c'est-à-dire qu'il y a quelques réalisateurs qui vont dire « je veux travailler expressément avec cet artiste-là ou cet artiste-là », c'est rarissime. En règle générale, on ne leur donne pas cette possibilité-là, on leur dit « non, vous nous laissez le choix de mettre les artistes qu'on pense être les meilleurs pour ce projet-là ». Et puis il va y avoir un premier envoi. Et ce premier envoi-là, le réalisateur, le production designer et le directeur des départements du film, si c'est du costume, si c'est de l'accessoire, si c'est du concept art, vont faire un premier retour. Et là-dessus, il va y avoir un premier écrémage. On va avoir ce qu'on appelle des hits. Et les hits, on va dire, ok, donc tel artiste, vous restez. Tel artiste, tel artiste. Désolé, mais c'est perdu. Donc ça peut paraître un peu brutal comme process. La consolante, c'est qu'en règle générale, un artiste qui va dire, par exemple, non, sur le Creator, ça l'a pas fait, mais il y a Rings of Power qui arrive et tu vas tenter Rings of Power. Rings of Power, ça le fait pas, mais c'est pas grave, il y a Alien qui arrive. Donc, en termes de projet, il y a ce qu'il faut pour maintenir les équipes motivées. Mais voilà, on fait ce premier écrémage comme ça. Et ensuite, on a des hits. Et puis, il peut y avoir des essoufflements. On arrive à un moment où même les artistes qui avaient des hits finissent par dire « ouais, mais là, je commence à en avoir marre ». Un projet comme Avatar, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 7 ans. Donc, il y a des artistes à un moment qui disent « si je peux être sur autre chose, ça m'arrangerait ». Ce que je comprends, puis la fatigue mentale aussi. Et on fait en sorte que nos artistes soient sur différents projets de manière un peu simultanée pour éviter justement, pour retarder au maximum cet effet de fatigue. Et puis pour une espèce de stimulus artistique pour se dire, ok, essayer de changer un peu d'univers et voir autre chose, travailler avec d'autres DA, travailler avec d'autres artistes sur une autre équipe. Et d'un point de vue collaboratif, ça va être des calls, enfin dire assez régulièrement avec les production designers, avec les réalisateurs. Des envois régulièrement, ce qu'on appelle des packs, donc énormément de concept art. Et puis des discussions, ce qu'on appelle des war walls, donc c'est l'ensemble des concept art étalés sur un mur et des discussions collégiales pour se dire ok, là on pense qu'on est bien, là on pense qu'on n'est pas bien, ou là voilà tel retour et on affine petit à petit, jusqu'à ce qu'on puisse se dire ok, là on a une validation. Et quand un accessoire, un costume est validé et que ça part en fabrication, là, on part en modélisation 3D, parce qu'évidemment, on travaille en concept art 2D, même si on fait les faces et les dos. Il y a un moment, au niveau de la conception 3D, ils vont dire « mais moi, il va falloir plus que juste la face et le dos, il va me falloir l'ensemble des petits détails ». Ça part en 3D, impression 3D, on fait des tests, et ensuite, il va y avoir une cascade de tests sur des comédiens pour être sûr que ça soit confortable, pour être sûr qu'on est capable de jouer avec, que ça soit transportable, que ça soit facile à mettre, facile à enlever, qu'il n'y ait pas de risque de blessure, et que surtout on y croit en fait, que ça soit réel. Et une fois que ça c'est bon, on envoie les équipes sur place faire des tests directement avec les comédiens, on envoyait directement des tests sur le plateau. Est-ce que pour alimenter la créativité des designers, est-ce que vous avez aussi des séances de psychologie de personnages, caractérisation de personnages, etc. Enfin, ce qu'on appelle le chara-design dans le monde de l'animation. Alors, oui, enfin, on fait énormément de character design, mais ce côté psychologie du personnage, alors, ouais, ça se traduirait pas forcément exactement comme ça, ce qu'on fait. On va surtout essayer de comprendre, on va dire, en fait si c'est ça maintenant que j'y pense, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas du tout ce mot-là, mais par rapport au scénario, on va essayer de comprendre quel est le monde du personnage, d'où il vient, à quoi ça sert, et en fait on va suggérer des éléments de costume ou des éléments de personnification qui sont propres à notre interprétation ou tel qu'on comprend le monde dans lequel il est censé évoluer. C'est ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé pour l'anglicisme, je suis un peu mon Jean-Claude Van Damme là, mais ce qu'on appelle grounded design. Il faut que ça soit crédible. Et pour que ça soit crédible, il faut qu'on comprenne en fait l'ensemble des petits détails. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à mettre, je sais pas, un holster ou un porte-flingue en tissu à quelqu'un qui serait complètement vêtu de cuir. Mais c'est un exemple pourri que je viens de dire. C'est nul. Je ne pouvais pas choisir un truc plus nul. On va le faire. Je vais donner un autre exemple. Ouais, je vais donner un autre exemple, mais sur un véhicule. Mais vous allez comprendre parce qu'on fait la même chose pour les personnages. On va dire, on a eu une fois sur un film, un réalisateur qui est hyper connu, mais je ne vais pas donner le nom, qui a demandé un vaisseau. C'était pour un film de SF et il veut un vaisseau de transport de troupes.
Il me dit ouais, je veux un truc cool de transport de troupes en loup. Truc cool, ça veut rien dire. Je dis ouais, mais il va servir à quoi, hein? C'est pour transporter une armée. Bah, une armée, ils sont combien? Ben, on s'en fout. Je dis mais non, on s'en fout pas. S'ils sont 10 ou s'ils sont 50 ou s'ils sont 100, ça va pas être la même proportion. La taille des réacteurs, pour que ça soit crédible, ça va pas être la même. Et puis est-ce que ils sont censés c'est juste du transport, ils sont déplacés d'une base à l'autre, ou est-ce que c'est de la troupe d'assaut? Parce que la taille de la porte, c'est pas la même. Est-ce que c'est une armée de vétérans avec des armures qui sont abîmées, avec des flingues qui pourraient pas marcher, ou est-ce qu'ils sortent de l'académie et c'est tout neuf? Et le message qu'on envoie aux spectateurs, c'est cette armée, elle est fraîche de chez fraîche, ou alors les gars, non, ils sont démoralisés, ou ça va être plus compliqué. Enfin, tous ces détails-là vont jusque dans les inscriptions qu'on va mettre sur les uniformes, sur à quoi ressemble la forme des casques. La forme des casques, on va dire, il va falloir qu'ils se mettent dans les fauteuils. S'il y en a 100, ils vont pas avoir des scaphandres qui font 3 mètres de large parce que le vaisseau devient avec des proportions qui seraient complètement qui manquerait de crédibilité. Donc c'est tout ce travail-là, on va dire, qu'on fait pour que tout ce qu'on fait soit crédible à l'écran, et que quand on voit le plan, indépendamment du scénario, on se dit ok, mais cette image-là, cet environnement-là, ce monde-là, j'y crois. Et c'est ce que James Cameron fait particulièrement bien, c'est ce que Gareth Edwards sur The Creator fait particulièrement bien, c'est ce que Denis Villeneuve fait particulièrement bien, c'est passer une intention et un temps incroyable à tous ces petits détails, jusque dans les inscriptions qu'on peut avoir sur la montre d'un personnage, sur la marque de ses chaussures, etc. Et qu'on va inventer pour le film. Alors j'ai une petite question, parce que tu évoques Denis Villeneuve. Est-ce que tu sais si Moebius a été présent à travers les designs, parce qu'il a quand même contribué beaucoup à développer l'univers graphique, notamment pour la première version, celle de Lynch. Est-ce que ça a été une référence visuelle pour vous ou pas? Alors, pas directement. En tout cas, il n'était pas. Enfin, Moebius n'est pas impliqué sur le film. En tout cas, pas que je sache. Mais je ne sais pas tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau des concept artistes et des artistes qu'on a au sein de Weta, Moebius est une inspiration permanente. Donc, ça filtre forcément. Parce qu'il y a quelques artistes comme Moebius, comme Druillet par exemple, qui ont marqué des générations, et qui ont marqué des générations d'artistes. Donc leur influence, elle est forcément là. Et là, on est sur un projet de jeu vidéo pour Sony, et dont l'univers est assez proche de l'Incal dans l'imaginaire. Et c'est un bonheur absolu. Donc, c'est ce jeu qui va sortir. Je pense que quand vous le verrez, tout le monde dira bah ouais, il y a du Moebius là-dedans. Et parce que Moebius n'est pas là, mais il est là par l'esprit. Non, mais l'influence est forcément présente. Ouais. Avez-vous également des questions à poser dans la salle? Ce sont les premières questions qui sont toujours les plus difficiles, mais vous devez certainement en avoir quelques-unes quand même que vous avez envie de poser. On vous laisse un petit peu réfléchir. Oui. N'hésitez pas à parler bien fort, puis je vais relayer la question. J'ai une question un peu technique, mais un peu dure. Est-ce que, en termes de visa pour aller en Nouvelle-Zélande, Comment se passe l'obtention des visas pour aller en Nouvelle-Zélande? Alors, donc, comme je ne travaille pas à l'Office du tourisme, non, la réponse très simple, c'est que ça dépend si on a plus de 30 ans, moins de 30 ans. Moins de 30 ans, clairement, le premier visa, c'est visa, je crois que c'est vacances-travail, un truc comme ça, visa d'1 an. Et après, c'est au-delà, pour autre chose qu'un visa vacances-travail d'1 an, là, c'est assez compliqué. Les services, en ce moment, les services d'immigration ne facilitent pas forcément la tâche. Mais voilà, typiquement aujourd'hui, nous, on embauche des gens qui ont déjà des visas ou qui viennent en visa vacances-travail. S'ils ont moins de 30 ans, ça arrive. Je viens d'embaucher quelqu'un là, qui vient du Japon pour ça, avec ce type de visa-là. Mais sinon, il faut se renseigner sur le service des immigrations, Immigration New Zealand, ça s'appelle. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de travailler
Et ben, non. Malheureusement, la réponse est très simple. Non, on travaille pas du tout avec nous à notre niveau avec le son et la musique. Il y a des d'enregistrement qui est fait à Wellington, mais alors du coup la réponse est non à mon niveau. La réponse est oui au niveau de la péninsule et de l'ensemble des projets qui sont tournés là-bas, mais voilà, moi directement non. Oui, c'est ça, tu disais, la question est excellente en effet, parce que c'est donc pas de collaboration directe avec la composition musicale, mais également avec le sound design. Pourtant, Dieu sait que le sound design vient compléter. Ouais. On ne vous apprend rien. Mais le vu et l'entendu, en fait, notamment sur des modèles, en effet, enfin, de scaphandres, de moteurs, de véhicules, etc. Il y a tout à faire, tout à construire au niveau du son. Et là, vous n'avez pas de relation, enfin, il n'y a pas de sound designers qui viennent travailler avec tes créatifs. Non, pas du tout. Alors, on travaille... Alors, ça change un petit peu, la réponse est différente sur les expériences immersives et sur la partie ce qu'on appelle LB, Location Based Entertainment, donc tout ce qui est musée, exposition, qui représente une partie vraiment importante chez nous, chez Weta, puis moi ça représente une partie importante de mon équipe aussi. Et là, en revanche, on va travailler sur le son très en amont, mais parce qu'on est vraiment en charge de la livraison finale de ce qu'on va présenter au public. Et là, on a plusieurs projets sur lesquels là, les concept artistes vont tester des protocoles de son, des effets en amphi, que ce soit chez Park Road ou ailleurs, mais on va anticiper dès le concept, savoir comment le son va être restitué dans les expériences qu'on développe. Donc voilà, donc ça en location-based entertainment, donc en partie muséale. Là par contre, on travaille vraiment avec le son, mais en immersif, mais pas sur la partie film ou télévision. Est-ce que vous voudrez aller pour le futur et entre guillemets, c'est quoi l'état d'esprit qui vous a mené à aller à... Alors, quelles étaient vos ambitions et vos objectifs lorsque tu es allé là-bas? Non, c'est une super question en fait. Donc tu parles de la première boîte, c'est ça, hein? Ouais. Alors l'ambition, c'était très vite de travailler avec de faire nos propres contenus, documentaire, télévision, et on voulait faire de la fiction. Clairement, mais comme beaucoup, quand on rentre a priori à 3e, je pense qu'il va y avoir 90% des gens qui se disent je vais faire du cinéma, je vais faire de la fiction. Donc ça, c'était vraiment l'ambition première. Et l'état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit, il était on va tout faire pour faire en sorte de déposer des dossiers au CNC, développer, écrire des contenus, etc. Clairement, on n'avait pas la maturité, donc ça n'a pas marché. Et surtout, à mon sens, avec le recul, on a fait une erreur majeure. C'était de se dire qu'à un moment où on avait le début de la boîte, on a commencé à faire des prestations institutionnelles en disant c'est très bien et ça paye, ça permet très vite de vivre du métier de l'audiovisuel pour lequel on était rentré à 3IS. Mais en fait, très vite, ça nous a éloignés de ce qu'on voulait faire in fine, qui était de la fiction. Et en fait, la clé là-dessus, ta question, elle envoie vers moi un conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui, et notamment les stagiaires qui ont pu passer par Coprod, c'est qu'à un moment, quand il y a un cap, il faut le garder, parce que ça va être long. On sait qu'on met du temps avant de vivre de son métier dans l'audiovisuel ou dans le cinéma, de son intermittence, on met du temps avant de percer. Mais il faut garder le cap parce qu'en fait, on part très vite sur des voies qui ne sont pas forcément celles qu'on avait prévues. Parfois, on fait des super belles découvertes. C'est vrai que moi, je n'avais pas forcément prévu de faire du doc. Et puis finalement, le doc, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai voyagé plus que j'aurais jamais voyagé en long métrage. J'avais une autonomie que j'aurais jamais eu en long métrage. Et puis, une possibilité de réaliser avec des équipes plus petites. On a beaucoup plus de maîtrise. Donc, c'était hyper chouette. Mais une fois qu'on fait du doc, on est vraiment sur un rail et les aiguillages, il n'y en a pas beaucoup en fait, ils sont rares et passer d'un
d'un chemin à un autre, moi j'ai trouvé ça très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, et finalement je suis retourné à du long métrage par des voies qui étaient un peu les chemins de traverse, quoi, en faisant de la pub, en faisant de la télé, en faisant du plateau, en faisant du doc. Mais un conseil que j'ai donné un jour à une de nos stagiaires, 3IS d'ailleurs, qui voulait être monteuse en long métrage. Et elle a fait un premier stage chez nous, une nana absolument incroyable. Elle est revenue l'année d'après. Et je lui ai dit non, je ne vais pas te prendre parce qu'en fait, chez moi, tu ne vas pas faire de long métrage. Chez Coprod, tu ne vas pas faire de montage de long métrage. Puis ça ne va pas t'y amener en fait. Donc en fait, ce que tu vas faire plutôt, c'est que tu vas aller prendre les génériques de long métrage et tu vas aller regarder les noms des assistants monteurs. Et tu vas aller toquer à leur porte, c'est eux qui vont te donner du travail, c'est eux qui vont te donner un stage. Et tu lâches pas. Et en fait, c'est ton seul objectif, c'est je fais du montage ou un stage en montage pour du long métrage. Si c'est ça que tu veux faire, c'est là que tu dois aller. Et alors la fierté ultime pour moi, mais j'étais tellement heureux, mais c'est qu'elle a été nommée au César pour le montage de le film La main sans corps, là, pardon. J'ai perdu mon corps. J'ai perdu mon corps. Elle est assistante monteuse là-dessus, donc. Je dis ok, le conseil était le bon. mais c'est ça. Et après, ça veut pas dire que quand on rentre à 3IS, on n'a pas envie de faire autre chose quand on sort, parce qu'on découvre plein d'autres métiers. Et d'un coup, ça peut être de la régie ou du plateau ou du doc. Voilà, je donnais cet exemple de montage en long métrage, mais c'est la même chose en télé, c'est la même chose en pub, parce qu'il y a des moyens, il y a une liberté en pub qui est extraordinaire. Mais c'est garder ce cap. Et moi, c'est le truc que j'ai pas forcément fait. Au final, j'ai atterri chez Weta et c'est bien, mais c'était pas forcément le chemin que j'avais pris. C'est pas le chemin le plus court, hein, ça c'est sûr. En tout cas, ce témoignage est extrêmement important parce que, bien sûr, il faut garder un cap et ne pas renoncer à ses rêves et à son ambition. Mais il y a aussi la polyvalence qui est un véritable moteur, un véritable carburant pour y arriver finalement. Oui, non, c'est sûr, effectivement. C'est-à-dire qu'à la limite, je suis le contre-exemple de ce que je viens de dire. et donc j'en suis bien conscient, quoi. Mais au final, voilà, ça restait quand même, ça restait une ambition, un moment où je me dis, bah ouais, c'est quand même ça que je veux faire. Et la part d'opportunité que tu as rencontrée pour changer de voie, pour affiner ton cap, justement, c'est quoi ? C'est très subjectif, hein, c'est très non, compliqué, mais c'est une bonne question, mais en fait, ça revient un peu à ce côté un peu tête brûlée dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment, il faut prendre des risques. C'est de provoquer la chance, c'est-à-dire les alignements de planètes, c'est bien, mais arriver à provoquer la chance, c'en est une autre. L'exemple, c'est celui que je donnais tout à l'heure sur une publicité World of Warcraft, où je me dis pourquoi je ne vais pas aller la post-produire chez Peter Jackson à Park Road. Et je vais les appeler, je vais poser la question. Et au pire, ils me disent non. Hein. S'ils me disent non, j'aurais rien perdu. J'aurais perdu 15 minutes de ma vie pour passer un coup de fil, mais c'est tout. Donc en fait, la prise de risque, elle n'existe pas. Et c'est juste se dire d'avoir un peu le courage de faire les choses un peu différemment et de pas lâcher. Un autre exemple que j'ai, c'est que quand on a fait Over the Edge, donc le film de ride, le film de ski, donc on l'a vendu à Netflix, mais c'était en 2012, et Netflix, c'était pas du tout ce que c'était à l'époque. C'était vraiment petit, ils venaient à peine de faire House of Cards, c'était la première saison, personne ne savait si ça allait marcher ou pas, ils avaient besoin de contenu dans leur catalogue, donc on est allé un peu taper à leur porte en disant mais en fait vous avez besoin de contenu, nous on a du contenu, ils prenaient à peu près tout à partir du moment où on leur proposait, et donc ils nous ont acheté les droits US. Et quand on est revenu des États-Unis, on a signé le deal avec Netflix US et on s'est dit maintenant il faut le faire vivre en France, ce film. Comment je peux pour le vendre à France 2, M6, enfin j'en sais rien. Et on est allé au marché du film à La Rochelle pour essayer de rencontrer des distributeurs, comprendre un peu comment ça marchait. Et là, on arrive à rencontrer personne, tout le monde nous jette. Et j'ai un de mes associés qui s'appelait Michael Caranicola, qui lâche pas l'affaire et qui va voir Terra Nova, qui est la branche distribution de Gédéon, et qui harcèle la directrice, qui finit par lui dire écoute, je vais prendre mon train, accompagne-moi jusqu'au train. Pendant qu'on va au train, tu me racontes ton histoire. Et elle monte dans le train, il dit mais en fait je vais faire mieux que ça, je vais vous donner le DVD, il lui met le DVD dans le sac, je vous jure que c'est une histoire vraie, il met le DVD dans le sac et il lui dit voilà, vous avez 2 heures de trajet, c'est pile le temps qu'il faut pour regarder le film,
allez-y, puis vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Pareil, au pire, elle ne le regarde pas, elle dit non, mais au moins, on aura marqué les esprits. Et finalement, elle rappelle en disant, Universal cherche du contenu comme ça pour le monde, pour lancer ses nouveaux contenus 3D. On a signé un deal, Universal Monde, allez hop. Mais ça se provoque, voilà, ça se provoque. Et au pire, on vous dira non, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, faut pas le faire trop, parce qu'à un moment, vous saoulez. Hein. Ça, c'est le truc. Vous aviez une question, je crois. Oui. Moi, je pars plutôt sur les spéciaux, du coup. Quand dans votre équipe, vous créez des concept art, est-ce que vous avez dans l'idée la façon dont ce sera fait, au sens, est-ce que quand vous dessinez quelque chose, vous concevez si c'est un effet pratique, un effet numérique, à quel stade de la production ça se décide? Ouais, ça, c'est une super question aussi. Pardon, oui. Donc la question, c'est de savoir sur la phase de concept art, à quel moment on décide ce qui est un effet pratique, ce qui est un effet VFX. Ça se détermine très très tôt. Dans le meilleur des mondes, mais c'est souvent le cas. Donc là, on a vu l'exemple du perso de The Creator. Très vite, on va sur notre concept. En fait, on va partir sur le principe qu'on n'a pas de contraintes et qu'on fait ce qu'on veut. Parce qu'il nous faut un lead. Il faut que le réalisateur dise ouais, ce perso-là, moi j'adore, c'est ça l'interprétation du personnage. Et une fois qu'on a ça, là on détermine ce qui est pratique et ce qui est VFX. On a souvent une pression parfois ça arrive, on va dire, de temps en temps on sait que c'est du pratique dès le début. Donc dans ces cas-là, on fait intervenir les équipes qui vont fabriquer les créatures ou les costumes dès le départ pour être sûr que nous, on n'aille pas faire valider un truc qu'ils ne seront pas capables de faire, mais c'est extrêmement rare. Mais en règle générale, dès qu'on a le personnage qui est validé, on va voir avec le département manufacture, savoir ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Et en gros, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, on décide que c'est du VFX, globalement. Je schématise un peu, c'est un peu simpliste, parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ensuite, on va avoir ces designs où on va annoter directement ce qui est du VFX. Et par définition, tout ce qui n'est pas noté VFX, c'est du pratique. Et quand on est appelé par évidemment les head of VFX, VFX supervisor, on sait que tout ça part directement en VFX, mais on applique les mêmes principes pour du VFX que ce qu'on fait si ça devait être fabriqué en réel. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable de le fabriquer en réel, et il y a une vraie tendance aujourd'hui dans ces logiques-là, l'Alien de Fede Alvarez, c'est exactement ça, où la logique c'est si on n'est pas capable de le fabriquer, ça ne doit pas exister en VFX. Parce que ça veut dire qu'on perd en crédibilité, on est sur des risques, on soit sur des protocoles physiques qui ne soient pas crédibles. Et donc, pour casser ce moule-là, de se dire est-ce que ce que j'ai designé pour du VFX pourrait exister ou pas en effet pratique, si la réponse est non, mais juste pas une histoire d'argent ou une histoire de je ne suis pas capable de le faire, mais parce que ça serait complètement irréaliste, c'est qu'on a un problème. Et c'est qu'a priori, notre design n'est pas très bon. Nous allons bientôt arriver au terme de notre échange. On va prendre encore quelques petites questions. Rapides, je vous en prie. J'avais juste une petite question par rapport à l'IA. Je voulais savoir votre positionnement par rapport à ça. Si vous avez considéré que l'IA sur toute la génération d'images, ça va être un aspect plutôt outil, pratique pour gagner du temps sur certaines choses, ou alors c'est quelque chose à boycotter complètement, où il ne faut pas que ça s'immisce dans l'industrie. Alors, c'est une très bonne question. Pareil, je vais reprendre la question s'il y en a qui n'ont pas entendu. Donc, la question, c'est de savoir quelle est notre position ou ma position sur l'IA et sur l'utilisation de l'IA. Donc, moi, j'ai une position qui est extrêmement claire et qui est extrêmement pragmatique. Donc, on va sortir de l'enjeu dogmatique ou philosophique. J'ai ma position là-dessus, mais ma position personnelle, en fait, elle n'a aucun intérêt. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une problématique, en tout cas au niveau de travail qu'on fait pour Weta, on a une problématique de copywriting. Donc aujourd'hui, un contenu fabriqué par une IA, c'est du contenu qui est inspiré d'éléments qui existent déjà, d'une part, et de deux, en fait, qui légalement ne peut pas être copyrighté. Or, nous, on est dans l'obligation absolue de garantir à nos clients, qui sont Warner, qui sont Disney, qui sont New Line Cinema, qui sont Blizzard, que tout ce qu'on leur fournit est une création originale dont ils ont la seule et unique propriété.
Aujourd'hui, avec l'IA, c'est impossible. Donc pour moi, on est vraiment exactement dans la logique de la voiture autonome. La technologie, elle existe depuis longtemps. On n'en voit pas dans les rues parce que les assureurs ne sont pas capables de se dire s'il y a deux voitures autonomes qui rentrent l'une de l'autre, qui a raison, qui a tort. Avec l'IA aujourd'hui, on est exactement dans le même process. C'est-à-dire qu'on ne peut juste pas copyrighter. À partir de ce moment-là, nous, dans nos contrats avec Disney, dans nos contrats avec Creative Assembly, on a une interdiction formelle d'utiliser l'IA ou de fournir des concepts ou des designs qui ont des éléments d'IA. Ça n'empêche pas de temps en temps, nous, de nous en servir, on va dire, pour faire un peu de texture. Mais même là, moi, ma politique au sein du studio, c'est de dire non, on ne prend pas le risque, donc c'est 0. Il y a un autre débat qui s'ouvre après sur la partie VFX, parce que finalement, l'IA, on en a déjà sur l'ensemble des plugs, des assistances de MatPaint, de tracking, Photoshop, etc. Donc ça devient très difficile à déterminer. Mais ce qu'on va appeler l'IA générative, c'est ça, ouais, aujourd'hui, voilà, qu'on soit pour, qu'on soit contre, à la limite, moi, mon position, c'est en fait, ça m'intéresse pas. Le seul truc que je vois, c'est qu'en fait, légalement, j'ai pas le droit. Et au final, artistiquement, plus on avance, plus on se rend compte que, de toute façon, c'est pas très bon, même ce qui sort. Ça devient très estampillé style IA. Ça peut devenir un style, mais en tout cas, voilà, c'est pas le nôtre. Donc, on était très inquiets au départ. Je vais pas te mentir. Et c'est vrai qu'il y a eu les artistes se sont posés beaucoup de questions. On s'en pose déjà beaucoup moins aujourd'hui. Oui. Je voulais savoir par rapport à CoProd, au tout début, quelles ont été les difficultés pour obtenir des clients, créer du capital et essayer de se sortir et de débuter ça. Ouais, Alors, quelles ont été les difficultés pour avoir du capital, avoir des clients, enfin, commencer le circuit de production? C'est une bonne question. Honnêtement, le capital, alors je crois que ça a changé, mais à l'époque, nous, c'était... Je ne sais pas si ça a changé à l'époque, je crois que c'était 7 500 € de capital qu'il fallait mettre, enfin l'équivalent de 7 500 €. Là, on arrive, mais je crois que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je crois que c'est beaucoup moins. Pas parler dans des enjeux de finance, mais le problème du capital, c'est de savoir pendant combien de temps la boîte peut perdre de l'argent avant d'être déclarée en cessation de paiement. Donc le capital, c'est un peu important pour se dire j'ai un mini fonds de roulement, mais surtout une garantie en cas de plusieurs années de bilan négatif. Bref, ça c'est de la pure prod, mais en même temps c'est pas inintéressant non plus. Mais très vite, ça a été de se dire en fait d'expliquer qu'on se structurait un peu, qu'on pouvait facturer, donc d'un coup ça devient intéressant, qu'on avait une adresse, qu'on avait une boîte, qu'on avait un comptable, donc ça rassure. On se dit d'un coup on n'est pas une asso, on n'est pas, on essaye de faire les choses bien. Ça rassure. Nous, l'élément déclencheur, ça a été en fait. C'est typique à la France, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était une adresse un peu prestigieuse. En fait, on a eu un énorme coup de bol quand on cherchait nos premiers locaux, quand on a commencé à faire quelques prestations payées. On ne s'est pas payé de salaire tout de suite, on a réinvesti dans du matériel et on a cherché des locaux. Et on a trouvé des bureaux vraiment pas chers, rue Pierre Charon, donc c'est à 100 mètres des Champs-Élysées. Et il y avait plein de clients instit à ce moment-là, on leur montrait notre carte, et rue Pierre Charon, mais ça cartonne votre boîte. Mais on faisait que dalle, on faisait pas une thune. Mais on avait des bureaux un peu clinquants et en fait qui assuraient une certaine... ça rassurait. Ça nous a permis de faire entrer un peu de clients. Et ensuite, vraiment la clé, ça a été, en ce qui nous concerne sur CoProd, ça a été la singularité d'un process 3D, d'une techno qu'on était les seuls à faire, où on disait, là, on est capable de vous offrir un service que les autres ne sont pas capables de faire. Maintenant, dans notre cas, c'était une techno. C'était une techno qu'on avait développée. Mais ça peut être une façon de faire les films, ça peut être des bandes démo de réal avec une singularité. Mais il y a un moment, quand on débute, quand on est jeune, développer une singularité, c'est obligatoire, à mon sens. Et c'est ce qui permet de commencer à avoir des clients. Et puis là, après, vaille que vaille, vogue la galère. Alors, je me permettrai de te poser... Pardon, il y a une toute dernière, rapide alors. Combien de personnes par projet êtes-vous en concept art et comment fonctionnez-vous? Donc on va dire que c'est assez variable, ça dépend vraiment de la taille du projet. Mais c'est toujours entre, on va dire, un gros projet, ça va être entre 10 et 15 concept artistes par projet, en tout cas pour la phase 1.
qui va réduire ensuite sur 6-7. Voilà. Et après, on peut avoir des projets où on a un lead artiste et un ou deux artistes supplémentaires quand c'est juste quelques personnages à designer. Et la façon dont on fonctionne, donc en plus de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est vraiment par bloc de 3 jours. Un artiste va faire un brief, le livrer au bout de 3 jours. Ça part aux US, on attend les retours du client qui souvent arrive le mardi pour nous, parce qu'on a un jour de décalage. Et en attendant, il travaille sur un autre projet avec un brief un peu plus facile qui livre en 2 jours. Et on avance comme ça, en roulement permanent avec une trentaine de concept artistes en tout. Alors, toute dernière question, quel conseil peux-tu donner à tous nos amis dans la salle, tous nos étudiants qui se préparent à aborder en plus de tous ceux que j'ai voilà, déjà donnés. Exactement. Non, peut-être une dernière recommandation. Non, mais faites ce que vous aimez. Ayez de l'exigence, de la résilience, de l'humilité. Voilà, je pense que c'est un truc aussi. Le truc qui est extrêmement frappant chez Weta, c'est l'humilité des gens qui y travaillent, qui pour certains ont 3, 4, 5 Oscars et qui continuent d'écouter les conseils des autres, de continuer à se dire que on peut toujours progresser, il y a toujours des gens qui savent mieux faire, il y a toujours des gens plus talentueux autour de nous. Savoir s'entourer et avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait rien et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis toujours... ce syndrome de l'imposteur permanent, de me dire que je ne sais pas comment je suis arrivé là. Et quand je vois les talents qu'il y a autour de moi, je suis extrêmement... je me sens extrêmement flatté d'être parmi eux et d'apprendre au quotidien. Ouais. Alors avant de te remercier, Galien, je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci Maxime Jouet. Et puis merci aux guerriers, à l'équipe de réalisation audiovisuelle qui nous a permis de réaliser ce plateau. Merci beaucoup pour votre travail. Et puis surtout, merci infiniment, Galien, d'être passé nous voir. Ça nous fait vraiment plaisir. Tu es chez toi ici, tu reviens quand tu veux, évidemment. Et puis tous nos voeux de bonne route et de réussite pour la suite. Merci infiniment pour votre accueil, pour votre écoute. Très bonne soirée. Je vais rester un petit quart d'heure, une demi-heure, si jamais il y en a qui ont des questions qu'ils n'osaient pas forcément poser devant tout le monde, mais je vais rester un petit peu si... C'est formidable. Merci à vous. À bientôt.